Ah merde alors, comment on dit Comment ça? ça merde alors? But alors you are French. C'est à moi que tu parles. Alors à qui est-ce que tu parles? T'en vois un autre que moi ici? Salut, c'est Thibaut et on se retrouve dans le Saloon pour parler de la grosse sortie du moment, l'arlésienne du cinéma de science-fiction, le blockbuster intelligent qui va sauver les salles de cinéma ou pas. Je veux bien sûr parler de Dune. Et pour en discuter, je suis accompagné de Thomas Gerber. Salut Thomas. Salut Thibaut. Et Alexandre Caporal. Salut. Salut Thibaut. Alors, le Québécois Denis Villeneuve signe donc une nouvelle adaptation du mythique roman de Frank Herbert, qui fait suite au délirant projet avorté d'Alejandro Jodorowsky, au film malade mais néanmoins culte de David Lynch, réalisé en 1984, et à la mini-série des années 2000 que tout le monde a oublié. Ce coup-ci, si on en croit une grosse partie de la critique, le pari serait réussi et Dune s'imposerait comme le plus grand spectacle de cette année. Alors, est-ce qu'on sera de cet avis ici? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Si vous êtes prêts, on enfile son distil et on embarque pour Arrakis. Dernière nouvelle, Il vivait dans le groupe pipi. dans un quoi? Groupe pipi. Oh mon Dieu, vivre dans l'urine, c'est affligeant. Dans un futur lointain, la maison Atreides se voit confier par l'empereur galactique la responsabilité de la planète Arrakis, qui est surnommée Dune car elle est entièrement recouverte de sable et s'avère également peuplée de vers géants plutôt hostiles. Pourtant, la planète suscite toutes les convoitises puisqu'elle constitue l'unique source de la substance la plus précieuse de l'univers, l'épice, une drogue qui immunise contre les poisons, prolonge la vie et permet de voyager dans l'espace. Paul, le jeune héritier de la maison Atreides, embarque donc avec sa famille pour Arrakis sans se douter qu'un incroyable destin l'attend là-bas. Dès son titre, merci. Dès son titre, donc cette nouvelle version de Dune est présentée comme la première partie d'un diptyque. On annonce Dune partie 1. Comme le roman d'origine était divisé en deux parties, Denis Villeneuve compte l'adapter en deux films. Et la suite dépendra du score de ce premier volet. Mais dès le départ, en tout cas, on a un projet qui veut donner plus de place à l'histoire et à l'univers. Et donc, dans l'idée qui pourrait être plus fidèle à Frank Herbert que la version tronquée de Lynch. Du coup, pour commencer, démarrons avec la seule personne ici qui a lu le bouquin. C'est toi, Thomas. Quelles étaient tes attentes pour cette nouvelle adaptation de Dune et qu'est-ce que ça donne selon toi au final? Donc déjà, ma lecture du bouquin remonte à des temps ancestraux. Donc, Parce que t'es très vieux. mes souvenirs sont lointains. Mais qu'est-ce que j'attendais ? J'attendais honnêtement pas grand-chose. Mais j'attendais à être surpris. J'attendais à apprécier, j'attendais à découvrir un spectacle d'une ampleur colossale, j'attendais à quelque chose d'original, parce que le livre de Frank Herbert, c'est quand même une vision un peu psyché de la science-fiction, notamment avec cette histoire d'épices qui peut s'apparenter à des drogues psychotropes. Donc je m'attendais vraiment à quelque chose quand même d'impressionnant visuellement, j'attendais ça, et surtout j'attendais à être très content de revoir un très grand spectacle sur grand écran. Ça fait un petit moment quand même. Ça fait un moment et voilà, c'était l'occasion d'aller voir un gros blockbuster de science-fiction, genre que j'apprécie tout particulièrement. Donc oui, j'avais des attentes en termes de... j'attendais à être surpris en bien. Et après les premières images, t'attendais plus rien. Parce que Denis Villeneuve, c'est pas forcément un cinéaste avec lequel je suis toujours ravi dans ce qu'il me propose, notamment sa suite de Blade Runner 2049 m'avait extrêmement déçu. Voilà, peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter dans un épisode à l'avenir. Allez savoir. Mais voilà, je me suis dit, pourquoi pas. Ouais, donc j'avais quand même quelques attentes. Mais alors ont-elles été déçues ou pas? Ou comblées. Alors on le devine à ta voix quand même. Écoute, ouais, c'est compliqué parce que c'est vraiment... moi, je trouve que c'est un spectacle qui est absolument triste à voir, au sens où j'ai rarement vu un film autant dépouillé, autant vidé de toute substance vivante. Je trouve ça terriblement creux, aussi bien dans son contenu que dans sa forme. C'est un film qui me déprime profondément, en fait, parce que il y a un potentiel énorme. Il y a un budget aussi colossal. Il y a eu une occasion rêvée, le retour au cinéma, on l'a dit. Et je pense que c'est quand même bien si les gens vont le voir en salle. Allez vous faire votre avis. Mais c'est un film qui est déprimant au possible parce que j'ai jamais vu, je crois, de ma vie, un film de cette ampleur, de science-fiction, autant mort. C'est terrible à voir. Tout est vide. Tout est
statique, tout est stagnant. Donc on sait que Denis Villeneuve, c'est plutôt un cinéaste de l'épure, esthétiquement parlant. On sait qu'il aime les formes géométriques, les lignes claires, les parallélépipèdes, ce genre de choses, et que c'est pas forcément Jodorowsky avec un univers foisonnant et puis qui n'a pas forcément envie de nous proposer des images psychédéliques. Ou même Lynch, Ou même qui pour Lynch le coup était bien plus barré. Déjà. Exactement. Mais quand même si le visuel peut être épuré, j'attends d'un film comme ça qu'on m'invite dans un monde, qu'on me fasse vivre dans un monde, qu'on me montre l'étendue du monde et de ce qui l'habite. Parce que c'est quand même censé être un récit qui se passe sur différentes planètes. Et toutes ces planètes sont d'une tristesse esthétique, mais affolante. Elles se ressemblent toutes. Mais non seulement elles se ressemblent toutes, mais elles ressemblent toutes à mon coin de grue. J'ai vu tous ces paysages en voyageant, ne serait-ce que dans les pays qui entourent la Suisse. La planète des Artréides, par exemple, c'est des falaises qui tombent dans la mer. Et c'est tout. Oui, avec quelques blocs de béton pour décorer. Mais sinon... Voilà. Et ensuite, Arrakis, la planète de sable. Alors, on arrive dans une ville, une mégapole pratiquement sur cette planète, mais c'est des tas de papier mâché qui sont dépouillés de toute vie aussi. Tout est mort. Les bâtiments sont vides, les villes sont vides, les planètes sont vides. Il y a aucun imaginaire de science-fiction en fait dans ce film, esthétiquement parlant. Et en plus de ça, on peut dire la même chose en fait des personnages et du récit. Je trouve que Villeneuve ne sait pas raconter cette histoire et ne sait pas comment la raconter. Il faut dire qu'il revient au scénario. Villeneuve qui, lui, ne signait plus ses scénarios depuis qu'il était à Hollywood avec Prisoners. Et maintenant, là, sur ce Dune, il revient... Il reprend en main le scénario et il ne sait pas comment raconter cette histoire. On trouve, par exemple, pour nous introduire le monde, il ne trouve rien de mieux à faire que de donner à Paul, le personnage principal, des petites vidéos explicatives. Exactement, des petits documentaires YouTube pour lui expliquer l'histoire de la planète sur laquelle il va aller. C'est National Geographic. Et je trouve ça d'une pauvreté. C'est vrai qu'on reprochait au film de Lynch, entre guillemets, son côté un peu didactique par moment, parce qu'il y avait ce montage qui avait été resserré à 2 heures et où on avait ajouté de la voix off, et aussi notamment cette introduction face cam de la princesse qui explique voici l'histoire du monde, etc. Mais finalement, là, effectivement, c'est pas moins didactique. Et puisqu'on est justement sur l'écriture, Alex, je te donne la parole, il y a aussi, j'ai l'impression, un gros problème d'écriture de ce film et dans le choix aussi d'adapter ça en 2 parties. Parce qu'il y a aussi une grosse impression d'inachevé, finalement. Complètement. Je pense que ça fait partie Pour moi, il y a 2 problèmes. Il y a la direction artistique, déjà, du film. C'est tout ce dont vient de parler Thomas, pardon. Et puis le deuxième problème, c'est justement ce choix, qui est un choix, quand même, qu'a fait le cinéaste, de se dire... Il a vu le film de David Lynch, qui, rappelons-le, 1984, sauf erreur, non quelque chose, ouais. Film donc de David Lynch, qui a une réputation à la fois culte et à la fois mal aimée, parce que ce n'est pas un mauvais film, mais c'est ce qu'on appelle un film raté, parce que un film malade, et un film raté aussi, il faut le dire, parce que c'est un film qui... Au contraire, justement, de ce film de Denis Villeneuve, qui pullulait en termes d'idées, d'inventions, de folie, de fantaisie, etc. Jusqu'à tomber dans le grotesque parfois. Ouais, exactement, jusqu'à tomber dans le kitsch, dans le grotesque, etc. Ouais, mais qui était inventif et vivant. Qui était inventif et vivant, contrairement à celui-là qui est mort, mais qui était un film qui pêchait majoritairement par le fait que c'était un film qui durait 2h15, dans mon souvenir, et qui du coup devait adapter les 2 gros pavés de Frank Herbert. Et c'était un gros problème, parce que le David Lynch avait cette narration qui voulait aller hyper vite, qui faisait des ellipses, etc. et qui du coup devait tout caser en 2h15. Et c'était hyper compliqué. Et du coup, on se retrouve devant un film charcuté un peu comme ça, haché, et puis qui partait un petit peu dans tous les sens. Donc du coup, à mon avis, Villeneuve, il a vu ce film-là et il s'est dit, ok, la principale chose qui est ratée dans le David Lynch, c'est ça. C'est la narration, c'est le récit, c'est l'adaptation de 2 bouquins en un livre. Et du coup, moi, pour pas faire cette erreur-là, et pour pas faire les mêmes ratés que David Lynch, je vais scinder mon film en 2. Ce qui, sur le papier, peut être une bonne idée,
malgré tout, le problème ici, c'est que du coup, on a un film, donc lui, Villeneuve, il prend 2h35 pour faire une première partie, donc jusqu'à temps que Paul arrive sur Arrakis, dans le désert, avec les vers de terre géants. Donc en fait, il raconte la moitié du film de David Lynch dans un film beaucoup plus long. C'est ça, parce que du coup, ça étire tout, malheureusement, en longueur. Et le problème, c'est pas justement de raconter la 1 heure de David Lynch sur 2h35 ici chez Villeneuve, parce que ça aurait pu, s'il y avait de la consistance, s'il y avait de la matière, s'il y avait des personnages habités, s'il y avait véritablement une histoire à raconter. Et là, le problème, c'est que non seulement il y a un univers qui est complètement mort et éteint, comme a raconté Thomas, pour moi, c'est un énorme problème. On est dans un film de science-fiction qui est censé faire du grand spectacle. Qui se vend comme un space opéra. Qui se vend comme un space opéra et comme du grand spectacle. Et il n'y a pas de grand spectacle là-dedans. Il n'y a que des costumes et des armures qui se ressemblent toutes, qui sont monochromes dans les tons beige, vert, gris. C'est pas très beau et c'est surtout pas excitant du tout, parce que le David Lynch, il était excitant. Dans ses ratés, il était fascinant. Dans dans sa folie, dans son exubérance. Et dans son exubérance, il était fascinant, excitant, stimulant. Donc là, le film de Villeneuve, déjà visuellement, il n'est pas stimulant. Donc du coup, on s'ennuie à mourir parce qu'on n'a pas de proposition esthétique à part justement là, alors vraiment des jolis tableaux froids, des plans larges, des plans larges. En voilà. Bon, ok, c'est joli, c'est soigné, la photo, tout ça. Bon, mais c'est juste terriblement ennuyeux, quoi. Oui, parce qu'effectivement, c'est jamais spectaculaire, finalement. Jamais. La direction artistique, c'est une chose, mais il y a aussi la mise en scène qui a de la peine à donner du souffle à tout ça. Si vous vous attendez à un grand spectacle d'action, mais vous serez terriblement déçu. Bien sûr. Toute l'action, tous les moments soi-disant spectaculaires du film sont dans la bande-annonce. Exact. Littéralement. Il n'y a rien de plus le que verre, ça dans le film. verre, on voit un plan avec le verre en face de la caméra, mais ce plan-là, c'est le seul et unique où on voit le verre, et donc où on peut en avoir un peu pour notre argent à ce moment-là, et il est dans la bande-annonce. Et la bataille sur Arrakis aussi. Exact. Ouais, c'est 40 figurants qui s'affrontent. C'est ça. C'est ça, en fait. Moi, autant Villeneuve a pu filmer des séquences d'action intéressantes, notamment dans Sicario, mais là, je trouve que sur ce film-là, c'est mou. Cette trahison et cette attaque sur Arrakis, c'est une succession d'explosions, pas très lisibles ni franchement spectaculaires. Tous les combats au corps à corps sont surdécoupés, filmés beaucoup trop près. Mal filmé, ouais. Et puis, il y a cette illustration des boucliers que les personnages ont et qui les protègent, ces boucliers invisibles, qui dans le Lynch étaient effectivement un peu grossiers parce que c'était des polygones superposés sur les personnages. Là, on a une idée visuelle un peu plus poussée, je trouve, où l'image se désynchronise sur les persos, mais elle est mal exploitée parce que ça rend le combat encore plus illisible finalement. Et ça, c'est effectivement un énorme problème. Moi, il y a aussi un truc sur justement, c'est cet aspect le film est une première partie, c'est qu'on fait aussi qu'annoncer le prochain film, en fait. Il y a ces visions de Paul Atreides qui voient Zendaya, justement, et qui sont mais en nombre beaucoup trop grandes. Ces visions dans lesquelles Zendaya apparaît, puis où on annonce justement les événements à suivre. Mais finalement, le film n'est qu'une promesse, jusqu'à ce final assez anti-spectaculaire. Oui, parce que effectivement, c'est une introduction. Lynch le faisait en 1 heure pour vraiment poser les bases, les enjeux, etc. Et ensuite, effectivement, tout ce qui était réellement... Alors, déjà, c'était plus excitant, comme je l'ai expliqué, donc plus stimulant et tout. Mais effectivement, tout ce qui arrive à être spectaculaire, divertissant et tout, c'est ce qui se passe après. Et donc là, c'est ce qui ne figure pas malheureusement dans cette première partie, ce qui figurera peut-être dans la deuxième. Mais j'ai peur que ça ne... vu ce qu'a donné Denis Villeneuve là, si il peut faire la suite, la deuxième partie, si le film marche, mais j'avoue que j'ai des gros doutes là-dessus, j'ai pas vraiment confiance dans sa capacité à rendre justement le spectacle qu'on a pu voir dans le Lynch retransmis dans l'univers ici qu'il nous propose. Moi, j'avoue que je suis assez curieux quand même de cette deuxième partie, parce que pour moi, les plus gros problèmes du film de Lynch, c'était justement dans la deuxième moitié. Je trouve que tout ce qui mène à la trahison justement du clan Atreides et
comment à l'attaque sur Arrakis, c'était voilà, ça filait assez bien et tout ce qui suit cette séquence-là, c'est là qu'on sentait le plus que tout était charcuté. Donc du coup, voilà, s'il a l'espace nécessaire pour bien développer ça, je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire. Mais effectivement, vu cette première partie-là, on peut en douter. Maintenant, un autre aspect de ce film classieux, on l'a évoqué rapidement, mais c'est le casting qui est quand même assez impressionnant. On a parlé de films morts. Thomas, est-ce que quand même les personnages, il y a vaguement quelque chose qui existe là-dedans avec des gens quand même compétents qui les incarnent, ou là non plus, il n'y a pas grand-chose de vivant? Alors des gens compétents, j'en doute pas. Josh Brolin est un excellent acteur, Javier Bardem aussi, Oscar Isaac aussi, il peut l'être. J'ai plus de réserves sur Timothée Chalamet, mais surtout dans un contexte comme un blockbuster comme celui-ci. Mais bon, pourquoi pas, il peut nous surprendre. Mais pour moi, c'est même pas tant le casting le problème, mais c'est plutôt l'écriture des personnages. C'est-à-dire qu'on a 2h30 pour nous raconter rien d'autre qu'un coming of age, en fait. Parce que c'est l'histoire de Paul Atreides qui va devoir affronter sa peur, dompter sa peur et assumer sa destinée. Mais simplement que cette courbe, c'est censé être une courbe, un coming of age. C'est pas une ligne plate qui tout à coup connaît une exponentielle. Et là, c'est le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution du personnage avant le dernier quart du film. Donc non, pour moi, le film nous montre aussi des personnages qui ne sont pas habités, qui n'ont pas de psychologie, qui n'ont pas d'émotion. Chalamet joue quand même d'une manière extrêmement froide. Il essaye de serrer la mâchoire et de nous montrer qu'un lourd poids pèse sur ses épaules, mais il n'a pas la carrure pour ça. Et tout ce casting n'est pas dirigé non plus. C'est-à-dire qu'au-delà de l'écriture des personnages, qui est très problématique, c'est aussi la direction d'acteurs. Villeneuve n'est pas connu pour être un grand directeur d'acteurs, et on l'a vu dans la plupart de ses films. Et là, je trouve que ça se ressent totalement. Et Timothée Chalamet, pareil. On a l'impression qu'il est paumé là-dedans et qu'il ne sait pas quoi faire, à part faire un peu la moue et puis... Moi, je trouve qu'il y en a... Ouais. Il y en a quelques-uns qui s'en sortent bien. Je trouve que Oscar Isaac, justement, il a la stature digne et voilà, du duc Leto Atreides qui convient. Rebecca Ferguson, elle apporte cette touche un petit peu ambiguë et mystérieuse au personnage de Jessica. Il y a quand même des gens assez convaincants. Maintenant, un autre problème, c'est qu'il y a aussi plein de personnages qu'on ne voit pas. Enfin, si vous attendez à découvrir Dave Bautista sous une autre facette, là aussi, il y a de quoi être déçu. C'est pas pour cet épisode. Il n'existe pas. Le personnage de David Dastmalchian qui jouait récemment dans Suicide Squad, là aussi le personnage est complètement inexistant, quoi. Donc ça, c'est aussi un gros problème, quoi. Et toute cette thématique de la peur, parce que le personnage de Paul Atreides, c'est un personnage qui doit dompter... En fait, le thème de Dune, c'est aussi ça, hein. D'ailleurs, le roman s'ouvre là-dessus, quand Paul met la main dans une boîte et qui va lui faire sentir une peur extraordinaire. Et je ressens pas cette peur et ce combat que doit mener Timothée Chalamet, donc Paul Atreides, contre la peur. Un film sorti récemment qui parle exactement de la même chose, mais qui savait le faire, c'est pour moi Green Knight de David Lowery, où là on avait un Gauvin qui a une destinée, qui doit prendre en main son destin, et tout son parcours est dicté par sa relation avec la peur. C'est censé être à peu près le même parcours que Paul Atreides doit entreprendre. Et on ne le ressent jamais, ça, mais littéralement jamais. Alors que dans le Lynch, oui. Et c'est symptomatique. Ce qui est représentatif, c'est la fameuse scène de la boîte où Paul Atreides doit mettre sa main dans cette fameuse boîte et ressentir en fait la douleur, et doit lutter contre la peur et contre la douleur. Sinon... eh bien, il meurt sur le champ. Donc, c'est soit il accepte sa destinée qui va être faite justement d'horreur, de malheur, de tragédie, de douleur, de souffrance, ou bien il meurt sur le champ. Et dans le Lynch, il y a une inquiétude, il y a de la peur, il y a de la bizarrerie. Et puis dans le jeu de Kyle MacLachlan aussi, il y a un truc où moi, je ressentais dans le Lynch, physiquement, cette douleur-là. Et donc là, direct, alors là, ça me met du côté du personnage. Et c'est bon, c'est parti, racontez-moi la trajectoire de ce personnage. Dans le Villeneuve, c'est raté, cette scène, elle est primordiale, mais elle est ratée. Un insert sur une main qui se consume, mais sinon c'est vrai que c'est jamais aussi fort que le Lynch. Et tu parlais du personnage interprété par Oscar Isaac, qui est un personnage capital, extrêmement important. Ouais. Mais le père, la séquence... Attention, spoiler. Ouais, on peut supposer que les amateurs ont lu le livre, etc. Et ont vu le film de Lynch. Ouais. Ont vu le film de Lynch, et ont peut-être même déjà vu le Villeneuve aussi. La séquence de sa mort est un ratage, mais total en termes de mise en scène. Il y a un montage parallèle qui est déjà
monté n'importe comment, horrible, construit n'importe comment. Et en plus, au moment où le personnage d'Oscar Isaac se sacrifie, on a un rapide travelling arrière pour quitter la chambre dans laquelle on était et on ne voit rien. Donc il n'arrive même pas à insuffler une dimension dramatique visuellement à cette scène puisqu'il la balaye du revers de la main. C'est terrible. Ça, c'est parce que terrible. globalement, en fait, c'est ce qui caractérise Villeneuve depuis quelques années, c'est effectivement cette retenue, cette froideur, et ça fait que je trouve que dans le film, les quelques tentatives d'humour font complètement tâche. Voilà, le gag sur Josh Brolin qui sourit pas, le crachat des Fremen, tout d'un coup, on se dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont fait ça? Et parle-nous, parce que je sais que tu en meurs d'envie, compare-nous la version de Lynch avec celle-ci sur les Harkonnens et puis sur le personnage du baron ici incarné par Skarsgård. Voilà, s'il faut un truc bien caractéristique de la différence entre les deux films, c'est qu'effectivement les méchants du film, les Harkonnen, chez Lynch, il en faisait des roux complètement dégueulasses, tout purulents. Le baron Harkonnen, il avait des pustules sur la gueule, il se versait du liquide noir dessus, il attrapait des petits genoux, voilà, avec des sous-entendus terriblement graveleux. C'était vraiment une grosse pustule purulente dégueulasse, quoi. Là, les Harkonnen chez Denis Villeneuve, c'est des gens rasés de frais, tout blanc, tout chauve, tout vêtus de noir, tout clean. Et le baron Harkonnen qui est joué ici par Stellan Skarsgård, voilà, il a juste une grosse prothèse bien protubérante, mais sinon ils sont jamais vraiment dégueulasses, jamais vraiment inquiétants. Et effectivement, en plus, la moitié de ces personnages n'existent pas. Et l'acteur pourrait jouer bien plus, parce que c'est oui, un excellent c'est acteur. censé Et il est bon, quelqu'un qui est dans l'excès. on lui en demande pas assez. Non. C'est tout. Mais parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, encore une fois, cette volonté de poser un peu les pions comme ça et puis de dire vous voyez, je vous en montre pas trop parce que dans la deuxième, ça va être explosif. Voilà, vous voulez voir le deuxième, vous voulez voir de ça, le deuxième. parce que effectivement, c'est un film qui annonce la suite, déjà dans son titre, etc. Mais il faut quand même que Denis Villeneuve retombe sur terre, parce que c'est pour moi là une démonstration de mégalomanie, mais flagrante. Ça se termine sur la phrase « ce n'est que le début ». Ce n'est que le début, 2h30 après un film qui a coûté des centaines de millions de dollars. Mais il faut quand même imaginer le culot du mec qui vous dit, ben voilà, tout ce que vous venez de voir là, les millions de dollars que vous venez de voir, ce n'est que le début. Donc pour moi, Denis Villeneuve a atteint un seuil de mégalomanie par rapport à ce qu'il nous présente, mais qui est affolant. Et je trouve ça presque cynique de terminer sur cette phrase-là. On me dira, vous êtes farci ça, vous inquiétez pas, c'est que le début, il y aura autre chose après. C'est vrai que quand on termine La Communauté de l'Anneau, on est aussi sur une aventure qui ne fait que commencer et où on nous annonce la suite, mais on a quand même vécu des choses. On a vécu un sacré film. Il y a eu du spectacle, il y a eu des personnages. Et c'est émouvant de dire ça à la fin de La Communauté de l'Anneau, parce qu'ils viennent d'en chier, mais ils sont passés... Ça fait que commencer. Et ça ne fait que de commencer. Donc en fait, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire de ce n'est que le début chez Denis Villeneuve. Parce que chez Denis Villeneuve, c'est cynique parce qu'il n'y avait rien, en fait. Et effectivement, c'est que le début parce qu'on n'a rien vu. Et dans Le Seigneur des Anneaux, ça a une dimension bien plus émouvante. Ouais. Mais visiblement, il y avait quand même de la passion dans le projet, parce que voilà, Denis Villeneuve dit lui-même être un fan absolu du bouquin. Et il y avait aussi un de ses collaborateurs qui est un énorme fan, parlons-en, c'est Hans Zimmer, qui signe ici la musique. Il l'avait déjà accompagné sur Blade Runner. Et voilà, visiblement, le compositeur était vraiment passionné par le projet. Je crois qu'il a même vu aucune autre adaptation de Dune, parce qu'il espérait travailler dessus un jour et il ne voulait pas être influencé. Et là, il s'est lancé dans un truc où, visiblement, même après la fin du tournage, il continuait à envoyer des propositions à Villeneuve pour la suite. Qu'est-ce que ça donne, Alexandre? Est-ce que là, au moins, on a un peu d'émotion, un peu de vie, un peu d'inventivité, ou même niveau musical je suis désolé, j'arrive vraiment pas à être positif sur ce film, quoi. C'est très compliqué, parce que j'ai entendu quand même dire, peut-être que c'est votre cas d'ailleurs, que la musique était justement un point positif de ce film-là, qu'elle était inventive et que pour une fois, justement, Hans Zimmer sortait un petit peu des sentiers battus. Et malgré ce que tu viens de dire sur le papier, avec la passion qu'il peut avoir pour le livre et puis son implication dans le film avec Villeneuve, moi, j'ai l'impression d'entendre, du pur Hans Zimmer, mais un petit peu recyclé. C'est-à-dire qu'on a toujours ces infrabasses, ces synthés assez européens, et ensuite ces voix un peu ethno, chants orientalisants. Voilà, ces chants orientaux, etc. Et puis qui se répètent aussi beaucoup en fait dans le film. Alors, ok, il faut faire un thème, faut répéter le thème et tout ça, mais je trouve ça
très plat aussi, en fait, à la manière à l'image du film, en fait. Je trouve la musique, c'est pas déplaisant, attention, mais j'ai l'impression, j'entendais Hans Zimmer un peu se caricaturer, quoi. Alors, vous me répondrez que c'est peut-être ce qu'il fait depuis des années, mais là, personnellement, j'ai trouvé ça assez flagrant et du coup, bizarrement, peu inventif. Mais faudrait que je réécoute le score après le film parce que je l'ai pas encore fait. Là, je parle vraiment de ce que j'ai entendu pendant la séance. C'est effectivement pas du Zimmer novateur, il se réinvente pas. Après, je trouve que la musique colle au film. Il y a des moments quand même où quelque chose ressort un peu, sort du lot. J'ai pas été transcendé par le score de Zimmer. C'est de loin pas le plus gros défaut du film. Bon, on termine quand même sur du positif, c'est déjà pas mal. Mais et moi j'ai du vrai positif. Ah, c'est qu'il y a quelques semaines, quelques mois même, est sorti un jeu de société qui s'appelle Dune Imperium. C'est pas vrai. Qui est d'ailleurs édité en partie par Legendary. Ouais. Et qui est excellent. D'accord. Donc, alors une bonne recommandation. Si vous voulez jouer Paul Atreides et puis vraiment vivre le voyage spatial grâce à l'épice, les vers de sable. Chevaucher les vers de sable, jouez à Dune Imperium plutôt que de vous infliger ce Dune Moi Part aussi, One. j'ai un point positif. Oui. Ce sont les vaisseaux en forme de libellule. Ah oui, les ornithoptères. Oui, je trouve ça pas mal. Voilà. Bah disons que là, il y a un peu d'innovation. Exact. Il essaye de faire autre chose que des blocs de béton. Pour moi, c'est le seul truc un peu. Ouais. Mais à part ça, disons-le quand même, c'est que malheureusement, là, on est les trois d'accord et il n'y a pas beaucoup de débat, même si on a beaucoup de choses à dire quand même sur le film. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit en préambule, faut se faire son propre avis, quoi. Faut aller voir le film. Surtout qu'une bonne partie de la presse est dithyrambique sur le film. Apparemment, certains ont vécu un spectacle extraordinaire tel qu'ils n'en avaient plus vu depuis Le Seigneur des Anneaux. Peut-être qu'on est juste passé à côté de ce chef-d'œuvre absolu. Grand bien leur face. Moi, après, j'ai lu des textes de gens qui n'arrêtaient pas de répéter que le film était spectaculaire et intelligent, sans jamais expliquer ce qu'il y avait de spectaculaire et d'intelligent. Donc, j'aimerais bien qu'on m'explique toute l'intelligence cachée moi aussi, dans Dune. Ouais, parce que je ne l'ai pas vu. Et me dire aussi ce qu'il y a de spectaculaire là-dedans. Mais effectivement, les retours sont plutôt positifs. Donc nous, on est méchants. On est très méchants. Même si on n'aime pas du tout ça, on vous encourage quand même à aller voir. Après, est-ce que, je ne sais pas, peut-être qu'on attend quand même cette deuxième partie, ou qui ne verra probablement jamais le jour, mais on est quand même un peu curieux, ou on s'en fout, du coup? Non, moi, j'aurais aucune attente parce que même si c'est un bon film, ça sera un bon film qui fait suite à des pires films de science-fiction que j'ai vus. Donc ça va être difficile, mais j'irai voir. Et là, d'ailleurs, ce Dune, peut-être que la seule manière de le voir, c'est de le voir au cinéma. Autant aller le voir sur grand écran, parce que sur petit écran, ça va être encore plus pénible. Donc, autant le voir dans les meilleures conditions. Je rejoins Thomas. Voilà. Bon, très bien. Alors, on verra en 2024 quand sortira la deuxième partie de Dune. En tout cas, dans l'immédiat, effectivement, faites-vous votre propre avis. Allez voir ce Dune au cinéma. En tout cas, merci d'avoir enduré le voyage et d'être venu en parler dans le saloon, Thomas. Merci à vous. Merci Alex. Merci Thibaut. On se retrouve d'ailleurs très prochainement tous les trois, puisque... Est-ce que tu teases? J'allais demander. Je tease. Je ne fais pas que teaser, j'annonce. Attention, comme Denis Villeneuve. Ce n'était que la part 1. Ce n'était que le début, puisque comme on est définitivement très maso, on a décidé de ne pas s'arrêter en si bon chemin et de consacrer carrément un épisode complet à la filmographie de Denis Villeneuve. Donc soyez prêts. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les plateformes habituelles. N'hésitez pas à partager et commenter cet épisode. Dites-nous si vous avez aussi souffert que nous devant Dune, ou si vous trouvez au contraire qu'on est passé à côté de l'événement de l'année. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. À bientôt. Ciao, ciao. Merde, j'enregistrais pas. Ah, fais chier. Excellent. Hans. Ça, il faudrait le mettre en générique de fin. Exactement. Ça va y aller. Ah bah bien sûr. Heureusement, ouais. Formidable. Alors, vous êtes prêts ?